Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouvel échange, cette fois-ci avec un écrivain belge que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer sur ma chaîne, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Régnier, qui nous sort aujourd'hui un nouveau livre intitulé Au bord du lit, un livre un peu énigmatique et il retrace en fait au bord du lit une méditation sur les derniers jours de Debussy et son ultime opéra inachevé, adapté de la nouvelle d'Edgar Poe, La chute de la maison Usher. On verra en détail ce dont il s'agit, mais je voudrais, avant de laisser la parole à Emmanuel, lire un petit bout de son livre pour vous donner l'envie de poursuivre l'échange avec nous. Dire qu'il m'obsède, cet opéra, ce n'est rien. Il m'habite, il est en moi. Il est en moi comme une autre maladie, comme ce cancer qui me ronge. Je sais que je ne vais jamais le finir, que je vais le laisser en l'état, inachevé, et que Roderick et sa sœur Lady Madeline m'accompagneront, qu'ils viendront ricaner dans ma tombe, qu'ils viendront même, quand je serai mort, réclamer leur opéra. Cet opéra que je n'arrive pas à terminer, que je ne terminerai jamais. Cette œuvre, celle d'Edgar Allan Poe, qui me hante depuis de nombreuses années, depuis ma jeunesse, est de ces œuvres si fortes qu'elle ne peut que hanter celui qui s'en approche. Je savais qu'en voulant faire un opéra de la chute de la maison Usher, je m'approchais du diable, que je devais signer un pacte avec lui. Comme je m'y suis refusé, il ricane et me regarde me dépêtrer comme une marionnette perdue dans ses fils. Et Dieu dans tout cela. Il ricane lui aussi. À tout de suite. Voilà, bonsoir Emmanuel. Bonsoir Pascal. Grand plaisir de te retrouver pour la seconde fois, puisque nous avions fait Ben, plaisir un partagé. précédent échange autour de ton précédent livre intitulé Une fêlure, qui, Mhm. per bref, traitait en fait de l'inceste maternel dont tu avais effectivement été victime, et tu l'avais en fait traité, je dirais, sous l'angle du conte, ce qui permettait peut-être de dédramatiser la chose, mais tout en donnant effectivement suffisamment d'éléments, je dirais, d'informations pour se rendre compte un petit peu de ce qu'avait été cette enfance dans un premier temps tellement magnifique, dans un premier temps seulement, avant effectivement de nous découvrir, si je puis dire, le poteau rose et de nous montrer du coup l'envers du décor, pour ne pas dire l'enfer du décor. Je me souviens à l'époque que je t'avais interpellé et je t'avais demandé, tiens, est-ce qu'éventuellement il y aura peut-être une suite à ce livre qui nous traitera peut-être d'un autre volet de ton passé familial? Et tu m'avais dit qu'a priori tu ne le souhaitais pas, que c'était pas forcément nécessaire. Et donc on se revoit pour ton prochain livre qui de fait ne traite pas à proprement parler de ton passé familial, puisqu'il s'agit en fait de ce nouveau livre Au bord du lit, qui est en fait une méditation sur le dernier jour de Debussy et son ultime opéra inachevé, adapté de la nouvelle d'Edgar Poe, La chute de la maison Usher. Ce qui explique d'ailleurs le découpage de ton livre en deux parties. D'abord, effectivement, tes propres mots à toi, et puis tu nous donnes, je dirais, à lire en seconde partie la chute donc de la maison Usher. Euh, Tu es particulièrement en fait touché, j'ai pu lire sur Internet, par la musique justement de Debussy. Tu pourrais nous dire, avant d'entamer cet échange, Emmanuel, pour quelles raisons Debussy te touche autant? Ah, je sais pas trop. J'avoue que j'ai un très grand amour pour l'opéra de Debussy, Péléas et Mélisande. Je trouve un opéra absolument magnifique que j'ai déjà vu deux ou trois fois à l'opéra, deux fois, dont une fois à la Monnaie à Bruxelles et une autre fois à Lille il y a quelques années. Voilà, donc voilà, j'ai un très grand amour pour cet opéra, pour ce texte de Maeterlinck. Et puis ensuite, voilà, tout le reste de la musique de Debussy me touche énormément dans à la fois sa simplicité et sa complexité. C'est à la fois une musique que je trouve très douce, très, très sensuelle, et en même temps, c'est une musique qui est extrêmement savante et qui fait la charnière entre
entre des musiques que j'aime bien, qui seraient plutôt la musique, que je dirais baroque et contemporaine, hein, voilà. Donc entre deux, je suis pas un grand amoureux de la musique du 19e siècle, par exemple, où je trouve toujours un peu lourde, un peu pesante. Et voilà, je trouve qu'il y a une légèreté absolue chez Debussy qui à chaque fois me transporte et me laisse pantois de ravissement et de beauté devant celle-ci. Donc voilà, donc Debussy, ouais, c'est vraiment un compositeur que j'aime beaucoup. Et puis, il y a quelques années, est sorti l'intégrale de Debussy en un beau coffret que je m'étais offert. Voilà, et ça m'a permis de tout écouter plusieurs fois. Et voilà, il y a pas grand-chose à acheter, pour ne pas dire rien. Voilà, c'est très très beau. C'est ça. Et en fait, la maison Hocher, évidemment, dont on parlera, c'est évidemment j'ai envie de dire, une vaste demeure inhospitalière. Et je n'ai pas pu évidemment empêcher en lisant ton livre et aussi en écoutant pour le coup en audio la chute de la maison Usher, j'ai pas pu m'empêcher en fait de faire le pont, si je puis dire, le pont-levis entre un précédent livre que toi tu avais écrit, qui s'intitule quand même Le Château, Ouais. où il est également question quand même d'un frère et d'une sœur Hmm. qui vivent reclus depuis des années dans une maison familiale. Et puis c'est aussi toute une histoire quand même qui, derrière les murs, se fissure quand le frère découvre que sa sœur, en fait, qui n'est pas censée sortir et qui sont censés vivre deux en vase clos, finalement il retrouve sa sœur en rue et il se dit mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? C'est quelque chose en fait que j'ignorais absolument alors qu'en fait on se dit tout. Donc il y a quelque chose qui du coup se fissure et ici évidemment dans la maison Usher, bah oui c'est aussi une question de fissure, non seulement de la bâtisse mais également de toute la famille. Et du frère et de la sœur qui sont effectivement les derniers survivants. Donc, de quelle façon, quelque part, tu as été inspiré en écrivant ce dernier livre, par justement non seulement la maison Usher, mais aussi la transition avec ton livre, le château, parce que j'ai l'impression que Hmm. tout se tient. Oui, oui, non, c'est vrai que tout se tient parce qu'en fait, j'ignorais donc Notre Château, c'est un roman qui a 8 ans maintenant, juste 8-9 ans. Et quand j'avais fait des recherches, donc j'avais fait pas mal de recherches sur des romans ou des œuvres qui présentaient un couple en vase clos. Il y avait une nouvelle de Cortázar, un écrivain espagnol, et puis donc évidemment, je me suis souvenu de La chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe. Et puis en continuant les recherches autour d'Edgar Allan Poe, en fait, je suis tombé par hasard sur pas par hasard, il n'y a pas de hasard, sur le fait que Debussy avait commencé à faire un opéra sur la chute de la maison Usher. Et Debussy écrit à un moment dans sa correspondance que s'il voyait apparaître Roderick Usher devant lui, il n'en serait pas surpris tellement cette histoire l'obsède, tellement ça le travaille. Et donc, moi, ça m'intéressait vraiment pour notre château, avec cette histoire de retour, de ressouvenance, de résurgence du passé. Et donc, j'avais cette citation en tête, et puis j'avais cette idée donc de Debussy qui avait commencé un opéra sur la suite de la maison. Et puis, en m'y intéressant un peu plus, il y a ça 2-3 ans, j'ai remarqué que c'était quelque chose de très particulier, parce qu'en fait, cet opéra, Debussy va le porter pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il va travailler dessus en essayant de le faire. Alors, pas de manière continue, hein, il s'arrête, il a des commandes, il écrit d'autres œuvres, il se fait porter. Mais voilà, c'est un opéra et c'est un projet qui continue à porter. Parce qu'en fait, Debussy a commencé pas mal de choses et il ne les a pas forcément terminés. Il répondait beaucoup aux commandes. Ben, voilà, c'est un compositeur qui vivait de ses compositions. Hein, c'était pas un rentier, donc voilà, il répondait beaucoup aux commandes. Il était à la commande et donc il acceptait beaucoup de choses. Il reçoit donc cette proposition d'opéra qu'il accepte, mais au contraire d'autres commandes qu'il laisse de côté et qu'il abandonne après avoir touché l'argent. Voilà, la chute de la maison Huchère, il va continuer à y penser, à travailler, il va terminer le livret, il va faire la musique du premier acte, et puis il va pas réussir, et en même temps tout en étant complètement obsédé
par les personnages et par l'histoire. Donc voilà un petit peu moi, mon parcours. Et puis donc voilà, je cherchais un sujet de roman après la cellule euh, de roman-roman, de quelque chose qui serait pas lié à mon histoire familiale, qui serait pas autobiographique et qui serait un peu moins formaliste que mon précédent, que l'autre roman d'avant, Madame Jules, où ce que j'avais fait avec Ordinaire, elle a publié à Marge-en-Page, voilà, où c'était quand même très formaliste, très basé sur une structure formelle très forte. Je voulais quelque chose de plus léger. Je me suis dit, voilà, Debussy, la mort de Debussy, son cancer du côlon, tout ça c'est très léger, quoi. T'es sûr, c'est vraiment très léger comme livre. Oui, Je c'est ça. trouve quand même que c'est un livre, c'est du gothique et on sent quand même une ambiance dramatique. On sent d'emblée évidemment que l'ami qui est appelé à la rescousse de son ami et qui va effectivement venir dans cette demeure, d'emblée évidemment, on sent que cette demeure a quelque chose de dangereux avec cet étang, avec cette fissure, avec cette noirceur tout autour. Il se demande quand même dès le départ dans quel guet-apens, quelque part, Il est tombé, hein. il met les pieds. Et donc, tu choisis effectivement quelque part de, mais d'écrire autour de quelque chose qui n'est pas forcément non plus réjouissant. Donc, tu dis c'est pas autobiographique, mais c'est il y a rien, il y a rien de toi, il y a rien de ta famille, tu n'as pas fait appel à des résurgences du passé pour l'écrire, vraiment, c'est... Mais non, après, et puis là, on va rentrer dans la technique d'écriture. Je pense que c'est quand même compliqué de se détacher de son histoire quand on écrit. Et alors, moi, je me dis, tiens, je vais partir de cette idée de Debussy qui veut écrire un opéra, je suis loin de moi, mais comme par hasard, La chute de la maison Usher, en effet, ça raconte une histoire incestueuse entre un frère et une sœur. Hein. Je veux dire, soyons honnêtes et disons-le franchement, parce que Roderick aime sa sœur d'amour, ils vivent ensemble, voilà, on se retrouve dans l'ambiance de ce château, on se retrouve dans ces ambiances gothiques très incestuelles, voire incestueuses. Donc oui, oui, je retombe un peu malgré moi dans ces idées. C'est compliqué ça, parce que finalement on se dit qu'on veut échapper à quelque chose, on retombe dedans, et puis c'est quelque chose dans lequel on se sent avec une certaine familiarité. Et cette familiarité, elle permet d'écrire aussi. On sent un terrain inconnu, on sent qu'on va pouvoir avancer sur un sable non mouvant, mais un sable qui est plus dur et plus prêt à recevoir nos pas et nos pieds. Donc, euh, donc dire qu'on je crois pas je crois pas qu'en écriture on arrive à se détacher complètement de sa vie, ou alors on est un romancier romancier, ce que je suis pas. Je suis à partir d'une fêlure devenu un écrivain et pas un romancier. Donc voilà, j'écris des choses, j'essaye de mettre en forme des choses et des formes d'écriture. Pardon. Mais Mais disons que la teneur romanesque en elle-même, je suis pas très fort pour ça. Hmm. Je suis pas très Oui, fort pour ça. Bah, ça se voit aussi au bord du lit, il y a un propos, il y a quelque chose, mais il y a plus de considération sur la musique, sur la mort, sur ce personnage qui revient, qui vient raconter l'histoire, par ces personnages qui nous hantent, etc. Qu'une un vrai roman. Soyons clairs et soyons honnêtes. Voilà, je suis pas un romancier. Voilà. Maintenant, je le sais. Euh, hmm. notre château essayait de l'être, mais ne l'était pas complètement. Madame Jules ne l'était pas du tout. Une Fédon ne l'a pas du tout été. Ordinaire ne l'était pas. Le petit livre de poèmes que j'ai sorti, le joueur essaye de, essaye de jouer avec une forme narrative, mais c'est une forme poétique. Enfin voilà. Donc voilà, je suis pas un romancier. C'est Et pas du coup, en très fait, il y a un grave. annuel sans effleurer évidemment, je dirais, le suspense, la fin, mais tu résumerais en fait
ton, le récit, en fait, en partie autobiographique, du coup, tu viens de le dire, mais tu le résumerais comment, en fait, quelle est l'idée, quel est le fil narratif, et quel est aussi, du coup, le parallèle que l'on peut faire avec cette nouvelle d'Edouard Poe qui se retrouve effectivement en deuxième partie de ton livre. Mais, en fait, bon, oui. Après, ce que j'aime bien faire, ce sont des récits. Donc le récit, c'est pas du roman, on est plus dans une forme contemplative, on est plus dans une forme poétique, on est plus dans une forme peut-être autobiographique, ou en tout cas tend vers l'autobiographie. Donc voilà, ça je sais faire et ça j'aime faire. Donc en fait oui, au bord du livre, c'est un récit, c'est-à-dire que ça raconte une histoire malgré tout. Il y a une trame narrative qui est celle de Bussy, ses derniers jours, voire sa dernière nuit, où il pense à la mort, il pense à son passé un petit peu, et où un des personnages de la suite de la Maison Huchère, je ne dévoile pas quel personnage, soit Roderick, soit Émile, donc soit son frère, soit la sœur, vient le visiter, lui raconte son histoire, donc lui raconte l'histoire de la chute de la maison Michel, ouais, donc le moment où il s'établit bien, et puis on a la mort de Lady Evelyn, lui raconte donc l'histoire de la maison Michel, et lui raconte les relations entre frères et sœurs. Donc voilà, moi voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'était ça le récit. Donc c'était intéressant de mettre la nouvelle après, à la fois aussi pour voir comment je travaille. Il y avait c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu la nouvelle d'Edgar Allan Poe, je m'en suis beaucoup inspiré, je l'ai pas recopié, mais il pouvait y avoir des. J'aime beaucoup le travail de citation, hein. Il y en a beaucoup dans notre château, il y en a énormément dans Madame Jules, ordinaire les 15 jeux de citations. Et donc voilà, je trouvais ça amusant, mon éditeur et moi, de mettre la nouvelle d'Edgar Allan Poe traduite par Baudelaire, hein, qui reste quand même Mm. pas forcément le meilleur traducteur, hein. Je pense qu'il y a des traductions ensuite qui ont été faites de Poe qui sont beaucoup plus fidèles et beaucoup plus respectueuses du texte original, mais ça reste quand même la plus belle traduction. Il y a pas à chipoter. J'ai lu la chute de la maison Usher dans pratiquement toutes les traductions qui existent, justement, et voilà, c'est celle de Baudelaire qui est la plus forte. Donc voilà, donc ouais, un récit qui raconte l'histoire du dernier jour de Debussy. Ce que tu as parfaitement résumé au début, hein, voilà, ça tient à ça. Et ensuite, au lecteur de se laisser emporter par, euh, par mon travail d'écriture, par mon travail de mise en récit de ces situations-là. J'aime bien en fait l'idée de partir d'une situation et de voir comment cette situation peut se développer. C'était le cas de notre château. Moi, mon idée de notre château, c'était un frère et une sœur habitent ensemble très longtemps, depuis 20 ans. Et qu'est-ce qui se passe si on vit aussi longtemps avec quelqu'un? Alors que ce soit un frère et une sœur, mais quelque part, ça pourrait être un mari et une femme, etc. Il y a un moment où ça disjoncte, où ça disconnecte, où ça bouge. Alors, c'est plus fantastique dans notre château, dans Madame Jules, c'est la même chose. Comment une femme qui aime éperdument son mari et qui est éperdument aimée par lui peut, à un moment ou l'autre, déconnecter, disconnecter, euh, pour dire les choses un peu trivialement, péter les plombs. Qu'est-ce qui va provoquer en elle, là c'est le cas de Madame Jules, ce dysfonctionnement? Là, c'est la même chose, voilà. Qu'est-ce que c'est que de mourir? Peut-être que c'est des questions qui me taraudent aussi pas mal en ce moment, hein. Je vieillis comme tout à chacun et Mm. il n'y a pas que la mort, j'y pense tous les jours, mais en tout cas, j'y pense plus qu'il y a 30 ans, ça c'est sûr. Bien sûr, oui. Et donc on pourrait dire, Emmanuel, que ce livre, du coup, il t'a aidé justement aussi à creuser cette connaissance de soi et ce rapport à la mort, cette difficulté éventuellement de la concevoir, d'en parler, de mettre des mots, de la digérer peut-être petit à petit. Ce livre, quelque part, a été une sorte de pas de thérapie, mais enfin, quand c'est autobiographique, forcément, on va creuser en soi, donc ça réveille des choses et en même temps, peut-être, ça les guérit, ça les soigne au moins en partie. Oui, oui, tout à fait, hein, ça rejoint très bien euh, ce qui t'intéresse dans la littérature et dans les livres, et, euh, et ça rejoint complètement le précédent entretien qu'on a eu ensemble. C'est-à-dire que
comment dire ça? Je ne crois pas que je ne crois pas que la littérature puisse avoir une vertu curative. Ça, je crois pas trop. Il y a des théories là-dessus. Mm. Voilà, où on parle aujourd'hui d'une espèce de littérature soignante. Je suis un peu dubitatif. Je trouve que c'est mettre beaucoup de poids dans les cartons. En tout cas, c'est la place du lecteur. Par contre, je pense qu'en tant qu'auteur, l'écriture permet, en tout cas moi, me permet de dépasser certaines de mes craintes, de mes interrogations par le biais du récit, d'une forme de fiction et de l'écriture. Donc oui, c'est un peu mes réflexions, mes hantises par rapport à la mort, par rapport à la fin de vie, par rapport à la création aussi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a toute une série de réflexions de Debussy qui sont véridiques. Hein. J'ai lu la correspondance de Debussy intégralement et je suis allé piocher des petites choses qui pouvaient m'intéresser. Donc, ce qui est dit correspond à ce qu'il pensait. Et voilà, et qui sont des choses qui me touchent, moi aussi, beaucoup, des questions que je me pose. Alors, pas tout le temps, hein, je suis pas un obsédé de la pensée créatrice, mais voilà, considérant maintenant depuis une fêlure, comme je te disais, et comme on en avait parlé la dernière fois, que j'ai franchi un stade dans mon écriture et dans ma pratique de l'écriture, je, je la pense, je la réfléchis différemment, et oui, je crois, comme tu le dis, qu'il y a là cette possibilité, l'acte d'écrire, de nous aider à franchir et à passer certains caps. Écoute, c'était très beau. J'ai une petite anecdote que c'est la première fois que je le faisais. Voilà, j'étais invité à Cherbourg pour animer des ateliers d'écriture auprès de publics défavorisés plutôt. Euh, c'est beau ce qu'ils écrivaient, c'était beau. Et ce qui était très très beau, c'était comment je leur donnais des contraintes, des obligations, je disais voilà, ça. Et en fait, ils n'avaient rien à faire Mm. de ça. Ils se mettaient à écrire ce qui les touchait le plus personnellement, quoi. Mm. Et ils lisaient devant leurs camarades des choses extrêmement intimes, personnelles, profondes, qu'ils n'auraient sans doute jamais dit autrement. C'est-à-dire que l'écriture leur permettait de franchir un cap dans leur dire. Et ça Ouais, me c'est paraît ça. hyper important. Alors après, toute la complexité, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. C'est-à-dire que d'un coup, il y a ces personnes qui se livrent de manière extrêmement intime, mais vraiment très, très intime. Je me souviens d'un participant qui les consignes, il n'avait rien à faire, mais il écrit une lettre d'amour à sa copine disparue il y a quelques années. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais demandé. Hein. Moi, je n'avais pas demandé ça. Mais voilà, il avait besoin d'écrire ça, il devait écrire ça, et puis il l'a fait. Donc, moi, Oui, c'est ça. je trouve ça fort. Hein. Quand il y a des consignes et qu'en même temps on se sent libre par rapport aux consignes de quelque part, se dire voilà, moi ce qui me touche c'est ça et donc c'est ce que j'ai envie de partager parce que c'est finalement ce qui est de plus intime, de plus essentiel dans le moment présent, quoi. Oui, tout à fait, c'était vraiment ça. Et l'écriture permettait ça, Ouais, permettait de ce dépassement total de quoi, des règles, des contraintes qui nous pèsent tous les jours, où on ne peut pas parler de ce qui nous est forcément le plus intime. On va pas, on se met pas tout d'un coup à parler de choses extrêmement intimes autour d'une table, en famille, ou même entre amis. Puis là, tout d'un coup, et c'était vraiment très beau, c'était vraiment très fort comme, ouais, comme acte. ouais. Voilà. Et toi, tu parles de l'écriture, mais toi, évidemment, Emmanuel, tu as aussi déjà quand même quelques livres à ton actif. Donc, quelque part, ceux qui te suivent, je pense, non seulement je l'ai quand même lu, attendent toujours avec un certain intérêt le prochain livre, et Mhm. quelque part, Ouais. ils reconnaissent aussi quelque part ta patte, c'est-à-dire que tu as une façon, tu as une façon d'écrire qui est reconnaissable entre toutes. Et c'est ce qui fait qu'évidemment, quand on est touché par cette façon d'écrire, du coup, évidemment, on a envie on attend le livre suivant. Et pour donner quand même ici un avant-goût, puisqu'en fait, c'est un livre qui est paru tout récemment, puisque c'est effectivement courant de ce mois de janvier Mhm. 2020.
2023. 2023, pas 2022. 2023, non, tout à fait, 2023, mais donc c'est début janvier, tu me fais un petit peu, j'ai envie de dire, la primeur de ce partage avec toi, mais donc du coup, j'avais envie de lire un Complètement. extrait. Tu es, enfin, on peut le dire, hein, je l'avais reçu avant, on s'est vu personnellement à côté. Voilà, je te l'avais passé, ça me faisait très plaisir de te l'offrir parce que j'aime tes lectures, quoi. Je veux dire, j'avais trouvé que les questions et ton approche de la fêlure étaient extrêmement justes, hein, par rapport à ce que j'avais voulu faire, donc ça me paraissait normal de te proposer ce nouveau récit. Mais écoute, merci, ça m'a fait super plaisir, effectivement, que tu me l'offres sans que je ne m'y attende, donc c'était un chouette moment, effectivement, passé entre quatre yeux au restaurant, comme ça les gens Ouais. savent tout, ou presque. Et donc, dans ce livre, à la page 28. Le monde est plein de choses vaines qui sont là pour nous détourner de l'art. Nous ne pouvons pas nous empêcher de les regarder et de les désirer, ces choses vaines. Elles scintillent, elles resplendissent, elles sont la lumière et nous sommes dans l'ombre. Tout cela ne fait que passer, se mélanger dans le grand miroir. Mais nous, les artistes, nous restons dans l'ombre. Parfois, oui, il faut aller se mêler à cet étrange monde, s'y faire voir et connaître, mais il ne faut pas oublier de retourner dans l'ombre, ne pas se laisser subjuguer par les lumières et les scintillements des vanités. Nous sommes des contrebandiers et nous devons agir dans l'ombre. On ne nous voit pas et nous filons la nuit entre les mailles de la maréchaussée. On voudrait nous attraper, on voudrait nous capturer. Certains se laissent prendre et vont profiter des lumières, mais c'est parce qu'ils l'ont bien voulu. Ceux qui ne veulent pas être pris ne le sont pas. Ils se terrent au fond des tavernes et sur leur piano de fortune, ils jouent, ils continuent à jouer. C'est un bel extrait, je trouve, parce qu'en fait, c'est un petit peu quelque part tout ce que l'art peut avoir de magnifique et en même temps de grisant, c'est-à-dire que si on reste, je dirais, centré en soi et sur son art, du coup, on reste dans l'authentique, dans le vrai. Et parfois, le risque, évidemment, c'est de se dire, j'ai un peu de reconnaissance, de notoriété, et mes ailes, en fait, je les laisse se brûler, et du coup, en fait, je suis en pleine notoriété, et du coup, je perds mon essence même, c'est-à-dire qu'en fait, je suis dans le m'as-tu vu, dans les apparences, et peut-être, je me décentre à ce moment-là de moi, de mon œuvre, et on a vu tellement, en fait, de personnes, euh, je dirais, avec des capacités inouïes, mais quelque part, que la gloire a fini par tuer, quoi, je dirais, physiquement. Ouais, ouais. Non, ce sont des idées auxquelles je crois assez. Je sais pas, j'ai peut-être une vision très romantique de l'art, hein, peut-être. Après, c'est ma culture et ma formation, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup lu les romantiques dans ma jeunesse. Je me suis beaucoup intéressé à eux. Euh, que ce soit sur un plan littéraire, philosophique, voilà, très très fortement. Ensuite, voilà, j'ai été un immense, je lis beaucoup moins maintenant, et puis je me détache de certaines choses de ce qu'il dit, mais un très grand admirateur de Blanchot, quoi, de Maurice Blanchot. Donc, j'ai envie de dire de gens qui considéraient que le travail artistique, voilà, se fait dans l'ombre, et qu'on on n'a pas à rechercher forcément une reconnaissance absolue. Et non, ouais, je pense, et aujourd'hui encore plus. Euh, Aujourd'hui encore plus. Alors après, on sait très bien, je veux dire, il y aurait toute une liste de compositeurs de l'époque de Debussy à donner qui aujourd'hui sont complètement oubliés. Plus personne n'écoute, qui ne sont plus joués, et qui à l'époque avaient du succès, étaient joués à droite, à gauche. Euh, Il y a la question, évidemment, là, Emmanuel, là, oui. oui, vas-y, vas-y. Non, je veux dire, il y a la question évidemment de la reconnaissance de l'auteur de son vivant, éventuellement de cette reconnaissance qui peut monter à la tête. Et puis évidemment, cet autre aspect de l'artiste dont on parle beaucoup aussi, qui est toujours évidemment de dire, faut-il distinguer l'artiste de l'homme ou de la femme, ou bien si effectivement, quelque part, l'art est-il censé être tellement, je dirais, révélateur de soi et quelque part euh, tributaire du coup de certaines éthiques
que c'est du coup, je dirais, toujours particulièrement choquant, en tout cas malheureux, de voir qu'à un moment donné, quelqu'un qui écrit si bien, écrit des choses parfois extrêmement élevées, qui peuvent t'aider à vivre dans la vie. Finalement, l'envers du décor parfois est tellement peu reluisant qu'on se dit, il a, il est, son écriture, son art, en fait, l'a desservi finalement, par rapport à l'homme qu'il Mhm. était ou la femme qu'elle a été. Non, mais ça c'est une question épineuse et je pense qu'il n'y a pas de véritable réponse à donner. Ou en tout cas, après, par rapport à ma conception de l'art, hein, je dis bien, par rapport à mon conception de l'art, où tout art est forcément quelque part un peu autobiographique. En tout cas, il y a une part de soi-même qui est livrée. Et je pense que tout grand artiste se livre. Voilà. Je, je travaille beaucoup en ce moment sur Giacometti parce que Mm. après Debussy, je m'intéresse à Giacometti. C'est lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait pas une sculpture euh, comme ça, de commande, complètement impersonnelle. Voilà. Il se livre à chaque fois. À chaque fois, il y a du Giacometti de lui intimement dans son œuvre. C'est la même chose pour Debussy. C'est la même chose. Alors après, que ces gens-là aient des vies exemplaires ou non, ça c'est une autre question. Mais je ne pense pas qu'on puisse véritablement aimer une œuvre et complètement la séparer de l'homme. Au sens où, je vais prendre le cas canonique de Céline, je suis désolé, euh, j'ai beaucoup lu Céline en étant jeune, j'ai j'ai lu son inédit qui est sorti hier. Bon, ouais, je suis désolé, je veux dire, c'est peut-être un gigantesque styliste, mais ce qu'il raconte, c'est quand même pas joyeux, et je suis désolé si on reprend la dernière trilogie d'un château l'autre, Nord et Rigodon, c'est quand même dégueulasse. Il raconte des choses qui sont vraiment dégueulasses. Alors, tout ça sous couvert du style. Sauf que le style de Céline, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un style fasciste, ça, c'est un peu rapide et ça mériterait de plus amples explications, mais en tout cas, c'est un style parasitaire. C'est-à-dire que la pensée de Céline est une pensée parasitaire, voire parasitaire, et son style l'est aussi. Qui lit Céline, si on lit beaucoup de Céline à un moment, il suffit de lire 3, 4 romans de Céline à la suite, on se met à penser comme Céline, on se met à écrire comme Céline, on se met à avoir les tournures de Céline, etc., etc. Donc, et l'œuvre de Céline est une œuvre profondément autobiographique. Hein. Il s'en cache pas, il raconte sa vie, il raconte ses haines, il raconte les quelques amours qu'il a, parce que c'est quand même pas du genre à aimer beaucoup de monde les grandes choses. Mais voilà. Donc finalement, on peut pas séparer. Je crois pas. Je crois pas qu'on peut séparer. Et on pourrait prendre la même chose au cinéma, en musique. Mm. Voilà. Pour prendre un compositeur qui admirait Debussy à l'époque, enfin, qui était admiré par tout le monde, etc. Je suis désolé, la musique de Wagner, c'est pas pour rien qu'elle a été récupérée par les nazis, quoi. C'est quelque part, je sais pas qu'il y a un côté nazi, et je dis pas que Wagner est un nazi, puisque le nazisme est apparu après Wagner, mais si on regarde après un peu la vie de Wagner, antisémite, c'est pas un gars très Oui, sympa. c'est ça. Et sa musique, je suis désolé, je suis pas un grand wagnérien, mais ça pue, quoi, quelque part. Il y a des trucs qui sont Mm. magnifiques, splendides. C'est un immense compositeur. Je ne dirais pas le contraire. Je suis pas assez calé pour aller m'avancer à dire le contraire. Mais il y a des trucs qui puent, quoi. Voilà. Euh, mais, 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 mais voilà, bon, après, moi, c'est aussi ma forme de. Alors, ça veut pas dire que si on est un saint, on fait une grande œuvre, hein, non plus. C'est pas parce Non. qu'on est gentil avec tout le monde et que on aide toutes les vieilles dames à traverser la rue, qu'ensuite, en se mettant à écrire, on devient quelqu'un de bien, non? Non, c'est sûr, Emmanuel. Mais c'était un peu le sens de ma question, effectivement, de savoir un petit peu comment toi tu entrevoyais finalement l'art, parce que l'art, quand même, quelque part, ça peut être élevé, ça peut être quelque chose qui te meut toi, mais qui est aussi de nature à faire vivre d'autres personnes, justement, qui sont touchées par l'art. Et donc, de se dire quelque part que l'art et l'homme, ou l'art et la femme, c'est une seule et même chose, en tout cas,
pas idéalisé, mais en tout cas une sorte de point de tension, de chemin désiré vers une certaine éthique, vers une certaine connaissance de soi et donc du coup quelque part le respect des autres aussi. Quand évidemment cette unité-là elle existe, je trouve elle est très porteuse et elle peut être soutenante évidemment pour toute personne qui apprécie effectivement tel ou tel artiste. Je pense qu'il n'y a rien de pire, finalement, de se rendre compte que l'artiste qu'on a aimé finalement était un salaud quoi, pour donner les Oui, choses. oui, donc ça, évidemment, c'est très triste et c'est très. Et après, il y a d'autres cas. Hein, je veux dire, si on prend la vie de Verlaine, Verlaine qui est capable d'écrire des choses aussi légères, aussi belles, aussi musicales. C'est magnifique la poésie de Verlaine. En fait, prenez n'importe quel poème de Verlaine, c'est juste une beauté incroyable. Et vraiment le sale type, hein. Il sa femme, il s'en va être un beau, il tire dessus. Sa vie en prison, et pas simplement parce qu'il avait volé un kilo de pommes de terre à l'étalage, quoi. Non, voilà, ouais, il Ouais, y a des cas limites. Ouais, il y a des cas ouais. limites. Et Mais, mais je pense, pardon, je te coupe, je pense, mais parce que moi, ça me touche beaucoup, ça m'intéresse, c'est, allez, 80-90% de ma vie, l'art et en particulier la littérature. Enfin, je fais beaucoup, je m'intéresse à ce qui se fait, etc. Enfin, et j'écris. Euh, je pense qu'il y a une position éthique, oui, très forte. Il y a une position éthique. mhm. On est, mais le fait que parce que ne serait-ce que parce qu'on est responsable, on est responsable de ce qu'on a écrit, de ce qu'on a publié et de ce qu'on donne à lire à l'autre. Je suis aujourd'hui responsable de Au bord du lit, de Madame Jules, de Yves Fellure, etc. Yves Fellure est un livre qui est un livre profondément polémique et compliqué, hein, dans ce que je dis, la façon dont je le dis, etc. Ça m'est arrivé d'avoir des discussions. Mais voilà, j'en suis responsable. Le livre existe sous cette forme-là, euh, et je le porte, et je continuerai à le porter euh, autant que je peux. Autant que je peux, évidemment. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas des livres, loin s'en faut, qui sont neutres, puisque par définition, tu le portes, c'est-à-dire quelque part que tu te livres aussi, du coup, et toucher le lecteur, ce n'est pas rien, et donc il faut que le lecteur soit touché, j'ai envie de dire, en vérité, qu'il ne se sente pas quelque part floué en se disant j'ai été touché, puis finalement, je me rends compte que l'auteur ne porte pas réellement les mots qu'il m'a transmis. Mmh. D'où l'importance pour moi, effectivement, que les mots soient les plus justes possibles pour que quand le lecteur se sent touché, il puisse se dire c'est vraiment vrai et j'ai le droit de me laisser toucher parce que l'écrivain a bien voulu me Mmh. révéler de sa propre vie, quoi. Ce que tu dis me paraît essentiel. Essentiel. Euh, on est responsable, euh, on est responsable de notre lecteur. Enfin, surtout dans ce que j'écris et ceux qui écrivent comme moi. Après, on peut écrire du roman, Alexandre Dumas, voilà. Mais quoique même Alexandre Dumas, il était responsable du plaisir qu'il donnait à ses lecteurs de suivre les aventures des Trois Mousquetaires ou du Comte de Monte-Cristo. Il Mhm. était aussi responsable de ce Mhm. plaisir immense. Et Bien donc, il sûr. continuait, il alimentait ça, etc. On est, je pense qu'on est responsable auprès de nos lecteurs, de nos auditeurs, de nos spectateurs, de tout ce qu'on veut. On est responsable, bien sûr, bien sûr. Emmanuel, en fait, ton livre, évidemment, je ne vais pas le dévoiler dans son entièreté. Les lecteurs qui le souhaitent auront l'occasion de le lire, mais tu souhaiterais éventuellement encore aborder un aspect essentiel que nous n'aurions pas abordé. Non, pas vraiment. Non, non, bah, après, voilà, je pense que j'ai dit ma démarche biographique, autobiographique. Dedans, j'ai dit ces questions allaient dans ce sens et ça me convient très bien parce que c'est, comment dire, une part éthique et esthétique, je pense, du travail artistique aujourd'hui. Doit se faire dans cette responsabilité. On est responsable, hein. On ne peut pas se dédouaner en disant oh ça c'est pas vraiment moi et faut bien faire la différence. Non, il n'y a pas de différence si forte que ça à faire et on est fort. Oh, il y a une figure artistique qui me plaît beaucoup. Euh,
sur laquelle j'ai travaillé d'ailleurs pour un petit texte pour un ami photographe, Antonio Jiménez, qui m'avait demandé un petit texte. J'aime beaucoup Saint-Christophe, en fait. Voilà. J'aime beaucoup Saint-Christophe qui porte Jésus sur ses épaules. Et donc, en portant Jésus sur ses épaules, il porte aussi le monde. Didier Berman fait la comparaison entre Saint-Christophe et Atlas, qui porte le monde. Et la dernière fois, en allant au musée royal d'Anvers, il y a un petit tableau qui m'a marqué. On voit Saint-Christophe qui porte Jésus et Jésus porte le monde. En fait, donc, voilà, on est vraiment dans cette ligne-là. Voilà, on porte on porte le monde avec nous, et donc on porte aussi nos contributions au monde, que ça soit artistiquement ou même tous les jours. Hein, je veux dire, bien sûr. éduquer un enfant, c'est porter le monde, c'est l'avoir sur ses épaules, c'est l'accompagner et on en est quelque part responsable, hein, je Hmm. pense. Je crois, je déteste, hein, je déteste, enfin, façon de parler, mais je suis très sensible à cette fichue remarque qui consiste aujourd'hui à dire des choses, hein, et puis aussitôt après dire, oh, c'était pour rire. Hmm. Oui, sauf qu'on l'a dit, hein. Voilà. Et alors tout devient pour rire. On dit à l'autre, t'es moche, t'es gros, tu pues. Ah, mais c'était pour rire. Donc que l'autre, il s'est quand même pris ça dans la Oui, tête. c'est Et ça. donc là, tout d'un coup, il y a un manque de responsabilité du langage. Voilà, on dit des choses, c'est pas pour rire. Et si c'était pour rire, soit on raconte une blague, soit on les dit pas. On n'est pas obligé de Hmm. dire, hein, il n'y a pas d'obligation à dire. Personne vous menace pour dire les choses. Et donc voilà, je trouve que c'est une déresponsabilisation de la parole qu'on a et qu'on donne. Ouais. C'était pour rire. D'où peut-être aussi la beauté justement de l'écriture, Emmanuel, où quand quelque part un écrivain écrit, a priori c'est pas pour rire, c'est-à-dire que c'est pour dire quelque chose. Et quand il se rend compte évidemment que le lecteur est touché et qu'il y a vraiment du coup une vraie rencontre, c'est vrai que se sentir rejoint pour un écrivain et un lecteur, se sentir rejoint par ailleurs, c'est l'essence même de l'écriture quelque part, c'est que les mots finissent par rejoindre l'autre dans sa propre chair, son propre vécu. Et quand ça peut se réaliser, on se dit que l'écriture du coup n'a pas été vaine, quoi. Ah oui, bien sûr. Ah ben bien sûr, moi je suis très content d'avoir des retours de lecteurs, de savoir que tel livre a touché et a plu, etc. Évidemment, ça fait très très plaisir. Euh, Ça fait plus plaisir même qu'un article dans le monde, hein. Hmm. Même si ça fait plaisir un article dans le monde, hein. C'est même pas, Oui, l'un n'empêche pas l'autre. l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais tout à fait. Et Proportion c'est, gardée. c'est, euh, c'est un don aussi qu'on fait. Tu vois, pour reprendre, c'est un don qu'on fait. C'est-à-dire, on y passe du temps, de l'attention. La page que tu as lue, je l'ai beaucoup travaillé. Enfin, après, je peux pas faire d'écrivain où je passais toute ma journée sur une page, mais je l'ai travaillé, Ouais, j'y ouais. pense, je me dis voilà, comment le lecteur va pouvoir sentir ça, le travail sur le rythme, ne pas fatiguer le lecteur, l'accompagner, lui redonner le souffle, etc. Tout ça, c'est un travail et évidemment, c'est un don, c'est un vrai don, au sens où, à partir du moment où c'est publié, ça va dans des mains que je connais pas. C'est pas un cadeau que je peux faire à un ami, comme ça, en disant, voilà, j'ai écrit ça et je te le donne. C'est pour toi, c'est un cadeau. C'est pas un cadeau, c'est un vrai don, en fait, l'écriture. Hmm. Ou la sculpture, ou la musique, etc. À plus tard, je pense que c'est un vrai don quelque part, où on donne gratuitement, totalement, quelque chose à quelqu'un. Et si l'autre le reçoit, et c'est un don sans contre-don. En fait, moi, j'attends pas de chaque lecteur, évidemment, un retour, hein, Non. Mais quand ça évidemment. arrive, Et donc, il y a des c'est... gens, c'est ça, je pense qu'il y a des gens qui sont touchés et qui me le diront jamais. Et c'est très bien. Moi, je suis touché par des livres et je passe mon temps à écrire à tous les écrivains pour leur Bien dire que sûr. ouais, votre livre était super et j'ai été touché. Mais je le porte avec moi, il m'intéresse, il continue à me travailler. Voilà. Ouais. Avant, Emmanuel, qu'on se quitte, au moins virtuellement, tu parlais tout à l'heure de Giacometti, qui est un artiste effectivement que j'aime beaucoup aussi,
qui a été dans ce qu'on pourrait appeler, je dirais, la nudité, c'est-à-dire d'aller vers l'essentiel en modelant de plus en plus cet homme debout, hein, qui finalement est Ouais, ouais. tellement maigre, qui finalement on a l'impression qu'il va tomber. En réalité, il est en fait, je dirais, euh, il est fait de tout ce que la vie entre guillemets, infligé, c'est-à-dire qu'il y a eu les épreuves qui sont passées, et malgré tout, en fait, cet homme debout, bien que frêle, est toujours debout et bien droit. Donc, c'est une œuvre, évidemment, que je trouve absolument extraordinaire et qui me parle beaucoup. Mais tu en parlais, en fait, peut-être que c'est en lien avec un projet de cogitation de livre, ou bien pas du tout? Tu as déjà un autre projet, ou bien Oui, c'est oui, oui, exclusif? non, j'ai un vrai projet de livre là euh, sur Giacometti en fait. Voilà. Voilà. C'est vraiment un artiste qui me fascine depuis des années. Et puis en fait, voilà, j'avais chez moi quelques livres sur Giacometti. Et puis voilà, je me suis dit que j'allais enfin les lire, les parcourir, j'allais enfin les lire. Et voilà, et j'ai la forme n'est pas encore décidée, mais j'ai un gros classeur de notes, de listes que je lis, de réflexions personnelles que je porte. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est son autre, enfin, ce qui m'intéresse là, par rapport, il y a plus ou moins trois périodes, hein, chez Giacometti, sa période surréaliste, sa période homme, là, homme debout, où ces femmes, soit très grandes, soit très très petites, Mhm. soit plus loin, où ça se met dans une boîte d'allumettes, enfin, des choses incroyables. Et puis, une troisième période où il va sculpter principalement des visages. Voilà, il est fasciné par les visages, par la tête, etc. C'est plutôt cette période-là qui m'intéresse. Je trouve ça, c'est toujours avec les mêmes modèles, sa femme, son frère. Donc c'est pas c'est l'essence du visage, voilà, qui m'intéresse. Je trouve ça absolument Mhm. passionnant et je trouve que euh, le visage, l'autre, sont des questions qu'il faudra un peu euh, qu'on se repose aujourd'hui de manière un peu plus forte, un peu plus ténue, euh, puisque parce que j'ai un peu l'impression qu'on voit plus l'autre, quoi. L'autre avec un grand A, hein, on ne voit plus, ça n'existe plus. Oui. Voilà. Et pourtant, il y a un homme, voilà, Giacometti, qui s'est passionné pour ça. Bon, bah, écoute, super. Je vais suivre ça de près. Tu me diras Oui, mais... quand le prochain livre sort, que je puisse rebondir avec toi sur cette nouvelle sortie. Et en tout cas, je te remercie, Emmanuel, pour ce second échange. Et puis, il me reste à te Et souhaiter une c'est bonne moi qui te soirée. remercie, Pascal, pour ce euh, deuxième échange. Il y en aura un troisième, hein, faut pas dire second. Oui, mais pour le moment, c'est le deuxième. Euh, ouais, bon, attends, c'est le second. Tout à fait. Non, non, mais merci beaucoup de la confiance accordée. Très sensible. Merci, Emmanuel. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.